Carcassonne, Noël 2002. Ce soir, le réveillon sera féerique. Les décorations brillent de mille feux. La nuit va être longue. Le centre-ville a revêtu ses habits de fête. Sur la Grand Place, les patineurs profitent du plaisir de la glace. Et sur le marché de Noël, on déniche les derniers cadeaux dans les petits chalets en bois. Tout est prêt pour le réveillon. Au pied de l'arbre, le Père Noël a déposé les cadeaux de sa hotte tellement attendus par les petits. Noël, une fête de famille. Grands-parents, enfants, petits-enfants, tous réunis autour de la dinde au marron et de la bûche. Une fois dans l'année, oubliez les vieilles jalousies et les rancœurs familiales. Mais alors que toute la ville réveillonne en famille, un drame est en train de se jouer au pied de la cité de Carcassonne. Le lendemain, invitée pour le déjeuner de Noël par son ex-mari, une femme, Francine, sonne à l'interphone. Pas de réponse. Francine est arrivée vers 11h30. Elle sonne à ma porte. Elle me dit, comme je suis propriétaire de l'appartement de Brice, est-ce que tu peux venir m'ouvrir la porte parce que je me fais du souci. Il y a Brice qui ne répond pas au téléphone ni à la sonnette. Et le chien aboie derrière la porte et le journal n'est pas retiré. Donc je suis allée chercher les clés dans l'armoire à clés et je suis allée avec Francine. J'ouvre, je monte, puis Francine me suit. Voilà, donc c'est là que Francine me dit, j'ai un mauvais pressentiment. Je reste en bas. Je me suis dit, moi j'y vais. Et je vois la porte ouverte à moitié et la lumière allumée. Elle était ouverte comme ça et la lumière allumée du couloir. Donc je rentre. Je vais dans la chambre. Aouh, le corps étendu sur le lit, le visage tout noir. Aouh, je me mets à crier. Et c'est là qu'elle me dit, il est mort. « 16h30, le corps d'un homme de 77 ans vient d'être retrouvé à son domicile à Carcassonne. Il aurait été assassiné hier soir dans des circonstances encore inconnues. Cet homme retrouvé mort le lendemain de Noël, étouffé sur son lit, le visage tuméfié, c'est Brice Bourounet. Père de 4 enfants, divorcé 2 fois, il vit une petite retraite tranquille dans le quartier de la Trival, à quelques pas de la cité. Brice Bourounet, une figure locale de Carcassonne. Ancien coureur cycliste, il connaît son heure de gloire dans les années 45-50. Sa petite taille et sa ténacité en ont fait un grimpeur émérite. Il court alors auprès des plus grands et va même jusqu'à battre un certain Vietto en 45, le grand champion de l'époque. Il a fait un coup de jarnac à tous les cracks, quoi. Mais bon, ça peut arriver, les cracks étaient un peu cuits ce jour-là. Et lui, lui il était en forme, alors il les a bananés un peu, voilà. Jean-Paul, c'est l'aîné des 4 enfants de Brice. Passionné de mécanique et de vélo, c'est son père qui lui a transmis le virus. C'est sa vie le vélo, c'est sa vie. Ça l'a fait voyager quand même le vélo, quoi. Ça l'a fait courir un peu, il a couru à droite à gauche, quoi. Il aimait le sport, quoi. Il aimait le sport, il aimait les gens, il allait vers les gens, quoi, je veux dire, il n'y avait pas de... Ce qu'il aimait, ce qui l'intéressait, c'est avoir le groupe, s'échanger, cet enthousiasme qu'on a là. Bon, ouais. Sa carrière de champion terminée, Brice Bourounet ne tourne pas pour autant la page du vélo. Il ouvre un magasin de cycles et crée sa propre équipe de coureurs. Des jeunes du coin qu'il forme entraînent et équipent gratuitement en matériel. Brice devient alors le bon samaritain de la petite reine. Il les amenait sur les courses, il les conseillait, bon, comme c'était un ancien, et puis en plus il portait sa marque Bourounet, donc pour lui c'était une faveur. Et puis les garçons, quand ils gagnaient une course, ils portaient le bouquet, ils lui donnaient le bouquet en remerciement
de sa gentillesse et de son savoir-faire pour le vélo, quoi. Le vélo ne sera pas la seule passion de Brice Bourounet. À l'approche de la retraite, il décide de réaliser son rêve de gosse, jouer de l'accordéon. Il pousse la porte de cette école de musique à quelques mètres de chez lui. Le piano à bretelles ne le quittera plus jamais. 1, 2, 3, 4. C'est sa propriétaire, Christine Possoko, professeure d'accordéon, qui lui enseigne les bases, ici même, dans cette salle au sous-sol. La passion de l'accordéon va désormais remplir la vie de Brice. 1, 2, 3. Il jouait toute la journée de l'accordéon parce que comme on passait devant chez lui, qu'il y avait souvent le volet ouvert, fenêtre, on entendait tout le temps jouer. Tout le temps il jouait. C'était sa passion. Puis on arrivait chez lui, l'accordéon ouvert, les partitions partout. Tout le temps. C'était un passionné d'accordéon. Pour son âge, c'est vrai que... Il rêvait de faire danser les gens. Parce qu'il aimait beaucoup danser, il aimait la fête. Et donc, c'est l'instrument par excellence pour faire l'animation, l'accordéon, en fait. 1, 2. À 60 ans, l'ancienne star du cyclisme est de nouveau adulée à Carcassonne. Ah oui, pour être bien, il savait le faire. Hein. Ah oui, il avait la cote pour ça. Le public, c'était content, quoi. Mineur, qui nous raconte de belles histoires. Aguizou. Alors, celui-là, je le présente ou je le présente pas? Vous ne le connaissez pas tellement. Gilles. Voilà. Il aimait faire la fête parce qu'il aimait voir les gens heureux, quoi. Il savait que ça mettait du soleil dans le cœur des gens. La générosité de Brice a imprégné tout son entourage. Pierrette, une de ses filles, se souvient de ce père si bienveillant pendant son enfance. Tant que j'étais enfant, jusqu'à ce que mes parents divorcent, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, c'était un père très proche de nous, qui s'occupait énormément de nous, qui nous sortait, qui nous amenait au cinéma, qui jouait avec nous. On avait vraiment une relation assez intense. Donc, j'étais très très attachée à mon père. À quelques mètres de chez Brice, son ami de toujours. Bonjour Thérèse. Ça va? Tu vas bien? Ah bon, quand c'est pas vu, ouais. Pour elle, une des raisons de vivre du vieux Brice, c'était simplement les autres. Tu sais comment il était, il rendait service à tout le monde. Et moi, je l'appelais SOS Papa Boubou. Ouais, Boubou, ouais. J'avais un robinet qui pétait ou n'importe quelle petite bricole de la maison. Oui. Et ben, je l'appelais, alors il venait, puis il faisait tout ce qu'il pouvait pour me dépanner. Il s'occupait des jeunes aussi, tu te rappelles? Quand il tenait son magasin de vélo, là, nous, on avait des jeunes de la DAS qui étaient en pension à l'auberge. Il en avait pris un pour lui apprendre le métier. C'était vraiment un brave homme, généreux et comment on dit des fois, c'est un modèle, pas un modèle, mais c'est un type, quoi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui marque, quoi. On n'en voit pas, c'est pas un homme courant, quoi. C'est des gens dont on se rappelle. Alors, qu'est-il arrivé à Brice Bourounet ce 24 décembre 2002? Pourquoi aurait-on voulu la mort du gentil papa Boubou? Le lendemain du réveillon, lorsque Christine Possoko découvre le corps de Brice, elle veut appeler les secours. Mais là, surprise. Je téléphone, après je prends le téléphone qui était là, donc pas de tonalité. Je regarde le fil coupé et je vois qu'il y avait beaucoup de désordre. L'appartement aurait été retourné. Je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait le contenu de l'armoire qui était renversé sur son lit, avec une chaise, des coussins, de tout. Il avait une ceinture sur lui, donc j'ai compris que c'était une agression. Peu de temps après, les secours arrivent sur les lieux du drame. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Perpignan.
Yannick Salabert est chargé de l'affaire Bourounet. La PJ n'a que très peu d'indices. On n'avait aucune piste au tout départ. Au départ, on a simplement un monsieur qu'on retrouve allongé sur son lit avec des traces de coups, de poinçons, avec une fouille de son domicile, avec également quelques indices, des cigarettes notamment, comme si avant de mourir il avait bu un café ou échangé quelques propos avec des gens. On se rend compte qu'il y a vraisemblablement des gens qui sont rentrés chez lui sans effraction, puisqu'il n'y a pas aucune des portes, ni celle de l'immeuble, ni la sienne n'a été forcée. On a tout de suite pensé à des gens qui étaient venus pour le voler, grosso modo. Un vol qui aurait mal tourné, l'entourage de Brice est sous le choc. Son ami Édouard Montanuy est resté abasourdi par la nouvelle. C'est la catastrophe. Ils avaient tué Brice. Surtout mourir dans ces conditions-là. Comme ça, étouffé, assassiné. Et sur le moment, j'ai été affolée. J'ai même pas pleuré, j'ai pas pensé à ça. C'était de l'ordre de l'irréel, quoi. C'était de l'ordre de l'irréel. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui, j'arrivais pas à le réaliser. Pourtant, cet homme qu'on nous présente comme le Père Noël de Carcassonne est seul le soir du réveillon. Car ce jour sacré le plus important de l'année, cette fête dédiée à la famille, le vieux Brice l'avait en horreur. Il aurait dû passer la fête de Noël en famille, surtout. Il aurait dû avoir sa famille. Il aurait dû avoir ses enfants avec lui. Et il était seul, effectivement. Comme vous dites, il était seul. Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. La famille Bourounet est déchirée depuis le divorce des parents. Ma mère a divorcé de lui, et puis après il s'est coupé de nous, c'est tout. Il s'est senti, comme beaucoup de maris, il s'est senti un peu rejeté par toute la famille, et puis il a coupé, c'est lui qui a coupé. Et après, bon, c'est difficile de tout reconstruire, quoi. Après le divorce, ça a été un autre personnage. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris beaucoup de distance avec nous, qui ne s'est plus occupé de nous, qui n'a plus fait de pas vers nous. Ça a été le contraire. Cette année-là, Pierrette l'avait encore invité à partager la dinde de Noël. Nouveau refus. Et cette fois, Brice va le payer très cher. Il voulait tout simplement pas venir, mais peut-être pas venir parce que peut-être c'était difficile pour lui aussi de venir avec sa fille, pour d'autres, parce que Noël, c'est quand même un rappel c'est en famille, ça fait ressurgir des souvenirs anciens, et c'est toujours difficile ces périodes-là quand la famille est en rupture. Ce qui intrigue Pierrette, en revanche, c'est une curieuse rencontre chez son père, 2 jours avant le drame. Vous l'avez trouvé différent? Il y a quelque chose qui a pu vous... Oui, moi je l'ai trouvé inquiet. En fait, il attendait des gens. Il attendait un couple qui venait de Nîmes. Ce couple-là, il est arrivé quand on partait. En fait, ils ont sonné, nous on descendait les escaliers. On les a rencontrés en bas de l'escalier. Et ce monsieur, il nous a même pas dit bonjour, ce couple-là. Nous, bon, visiblement, c'était des gitans, mais très, très bien mis. Et il s'est adressé à mon père directement. Il lui a demandé où était la batterie, je sais pas quoi. Mon père a regardé dans le placard à balai qu'il y avait dans les escaliers de l'immeuble. Et il a dit non, il n'y a rien, etc. Moi, je suis restée là. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis repartie quand même perplexe. Cette femme-là, c'était une gitane très bien habillée, qui n'avait pas le look. Et voilà, elle m'a surpris, cette femme. J'ai senti un truc. Bon, comme s'il venait la présenter à mon père. Je sais pas, j'ai senti quelque chose de pas très clair. Qui étaient ces mystérieux amis à qui Brice Bourounet a ouvert la porte? Depuis quelque temps, ces fréquentations faisaient jaser dans l'immeuble. Je trouvais bizarre qu'il y ait des gens à la tête un peu bizarre, des gens qui n'étaient pas du coin, qui n'étaient pas de la ville, qui étaient d'autres départements, qui venaient chez lui. Et physiquement, ils étaient un peu... Bon, ça faisait un peu peur des fois, de voir les personnes qui rentraient chez lui. Les enquêteurs suivent la piste. En fouillant dans la vie du vieux Brice, ils découvrent que le septuagénaire avait un point faible, les femmes. On s'est aperçu assez vite que cette personne fréquentait le milieu gitan. Je crois qu'il avait été escroqué, des jeunes femmes lui avaient vendu des matelas, lui avaient fait croire à des prix prohibitifs, quoi. Donc bon, on s'est rendu compte qu'il avait fait l'objet
d'escroquerie. Il lui avait proposé son aide pour faire le ménage, mais ils n'avaient jamais fait le ménage. Par contre, il avait bien encaissé l'argent. C'est ce genre de petites escroqueries dont il a été victime. Bon, c'est une petite escroquerie, sauf que pour quelqu'un qui n'avait pas une pension très élevée, c'était pas quelqu'un de très riche, là, M. Bourounette. Bon, ben, ça avait pesé sur son mode de vie. Bourounet, un pigeon facile à plumer pour ces femmes gitanes. Brice a marché, il a même dilapidé son argent. Il donne de l'argent à des femmes, oui, ça m'a étonné, ouais. Ça m'a étonné, ouais. Ça m'a étonné, ouais. Mais ça, je n'ai pas compris, là, ouais. Mais c'était après son accident aussi. C'est ça, le truc, ouais. L'accident. Un bouleversement dans la vie de Brice. Nous sommes en 1999. Il est percuté par une voiture alors qu'il est à vélo. Un choc d'une violence inouïe. Son fils revient sur les lieux. Avant le rond-point, il a fait une pirouette. Il est allé dans le fossé, voilà. On l'a retrouvé dans le fossé, avant le rond-point. Le bilan est lourd. Un traumatisme crânien et 12 jours de coma. Je l'ai trouvé changé, quoi, c'est tout. Plus le même homme, quoi. C'était plus le même homme, quoi. Je trouvais qu'il manquait un peu de... Son raisonnement, il était clair, mais par moments, ça basculait, quoi. C'était pas trop cohérent, ce qu'il racontait, quoi. Pour le docteur Pécastin, les séquelles après un tel accident peuvent être nombreuses. Des troubles de l'humeur, des troubles du caractère, des troubles affectifs, des gens qui deviennent ou hyper méfiants, persécutés, ou au contraire, des gens qui deviennent avenants, rigolos, désinhibés, au-delà de ce qui est raisonnable. Le vieux Brice a-t-il soudain réalisé que tout pouvait s'arrêter brutalement? En tout cas, son penchant pour les femmes devient une véritable obsession. Il devait donner plus facilement, quoi. Il devait se lâcher plus facilement avec l'argent, quoi, en fait. Et il se laissait embarquer plus facilement dans des histoires en bracalabran, quoi. C'est vrai qu'il avait perdu le sens des choses un peu. Hein. Après cet accident, 3 femmes profitent de la faiblesse de Brice. L'une d'elles lui propose de s'installer avec lui pour 7 000 €. Brice Bourounet accepte et paye. Quand il réalise qu'il s'est fait piéger, il traîne ses femmes en justice. La police va s'intéresser de près à cette piste. On a auditionné les personnes avec qui il était en procès. On s'est rendu compte que les personnes qui avaient été condamnées à lui verser des dommages et intérêts ne lui versaient plus une partie de ces dommages et intérêts, que lui avait fait une démarche auprès de son avocat pour essayer de récupérer le reliquat. Donc on avait l'identité des personnes. On s'est intéressé si vous voulez, à une famille, disons au sens large, à une famille gitane. Une famille gitane au sens large, la piste est floue. L'enquête va-t-elle enfin découvrir un indice sérieux? On avait des bribes de renseignements. On avait également saisi des cigarettes, ce genre de choses, sauf que, contrairement à ce qui se passe dans les films américains, on n'arrive pas toujours à déterminer des traces d'empreintes digitales ou même des traces d'ADN. En d'autres termes, l'enquête piétine. La police n'a pas de piste fiable. Serait-ce un crime parfait? Cet acte terrible qui a touché une figure locale de Carcassonne va-t-il rester impuni? Coup de théâtre. 1 an et demi après le meurtre, une nouvelle incroyable fait le tour de Carcassonne. Un homme vient de se livrer à la police. Il affirme avoir tué Brice Bourounet. Cet homme, c'est Alexandre Both, un gitan de 34 ans. Maître Serre est l'avocat commis d'office. C'est lui qui a défendu Alexandre Both. Lorsque je suis allé voir mon client la première fois, l'un des premiers éléments nous avions discuté, c'était dans quelles circonstances il s'était fait interpeller. Et il m'a indiqué, effectivement, je me suis constitué prisonnier, je suis allé un jour, j'ai décidé d'aller me rendre au commissariat de Carcassonne. Et je vous avoue que j'étais très surpris
Dans un premier temps, je ne l'ai pas cru, parce que de mémoire, c'est relativement, pour pas dire beaucoup plus rare, qu'une personne 1 an et demi après les faits, lorsqu'on connaît le parcours d'Alexandre Both, lorsqu'on connaît ses origines, ait décidé du jour au lendemain d'aller se constituer prisonnier. Surtout que ce n'est pas un geste anodin. Je pense que c'est un geste très courageux, à mon sens. S'il avait voulu disparaître du département et j'allais dire du territoire national, vous savez, on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière espagnole, et bien évidemment, il aurait très bien pu disparaître et à mon sens, on ne l'aurait jamais retrouvé. Et au lieu de ça, Alexandre s'est rendu. Son père, Jean-Louis, ne l'acceptera jamais. Et quand je suis arrivé au commissariat, on m'a rendu le clé, il m'a dit voilà, votre fils est venu sur le quartier prisonnier. Vous avez pensé quoi là? Catastrophe. Catastrophe. Attendez, le gitan, j'ai toujours caché, j'ai toujours bien cavale, j'ai toujours. Que tu prenais, c'est pas un cambriolage, c'est pas un vol de voiture, ça c'est quand même un meurtre. Il faut le faire, il faut avoir le truc pour aller faire ça. Et le dire à la police, carrément. C'est moi qui ai tué Brice Brunet. C'est ça, c'est fort quand même qu'il est. C'est incroyable. Tous les gitans de Carcassonne ne voulaient pas le croire, qui étaient allés sur le quartier prisonnier. Ah ouais? On m'arrêtait, on me disait, c'est vrai que ton fils est allé. Personne ne voulait le croire. Ah, ça se fait pas, quoi, ça d'habitude. Mais non. Ah. On peut se reconstituer prisonnier lorsqu'on tue la femme parce qu'elle a été trompée, ou on tue l'amant. Bon, là, c'est vrai, là, on peut y aller, mais pas pour ça. Ça, c'est cher. Hein. Alors, qu'est-ce qui a poussé Alexandre à se livrer à la police? Il ne dormait plus la nuit. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Il voyait cette image de ce pauvre type, le pauvre, parce que c'était un type qu'on connaissait depuis des années, puis c'était un bon vieux, il était gentil, quoi, serviable. Il le voyait toujours dans sa tête, le rêvait, il se levait dans la nuit, parce qu'il voyait la victime. Un mois plus tard, un deuxième homme est arrêté. Il serait le complice d'Alexandre, un certain Patrick. Ensuite, on a assez rapidement identifié le Patrick qu'on cherchait. Comment? Pareil, par les auditions des proches cette fois-ci. Alors les auditions officielles et officieuses des uns et des autres. Il y a des gens qui ont partagé la prison avec lui, qui en ont parlé. Vous avez ses proches aussi, enfin des cousins qui en ont parlé aussi, qui ont dit c'est lui le deuxième homme. Vous avez des rancœurs à l'intérieur de certaines familles. Donc un tel a pris la femme d'un tel, donc on va dire ce qu'on sait, etc., etc. Patrick Baptiste, c'est un cousin d'Alexandre Both. Il a 19 ans et vit à Béziers, à 100 km de Carcassonne. Nous sommes le 24 décembre. Alexandre et Patrick ont besoin d'argent. Alexandre pour acheter sa dose de cocaïne, son cousin pour acheter des cadeaux de Noël à son enfant. J'attendais mon fils pour partir à Béziers parce que j'avais de la famille là-bas. Ils sont venus tous les deux, le même soir, 1 heure après. Et ils m'ont dit, papa, on vient de faire une grosse connerie. Et ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Les deux cousins décident de braquer la caissière d'une station-service. Il est 19h30. Ils sont munis de cagoules. Mais quand la dame quitte son poste, il est trop tard. Les deux hommes n'ont pas réagi assez vite. Ils ont manqué la sacoche, ils n'ont pas pu la faire. Et c'est là qu'ils se sont dit, tiens. Toujours à sec, Alexandre a une idée. Il connaît un petit vieux à qui on peut facilement soutirer de l'argent. Ce vieux, c'est Brice Brunet, qu'on surnomme Monsieur Vélo chez les Gitans. C'était un petit vieux qui avait à l'époque, il y a des années, à la Comte, là-bas, il avait un petit garage de vélo. Il faisait les réparations de bicyclettes, vous savez. Et tous les enfants avaient des vélos, des petits cyclomoteurs. On lui a amené pour faire des réparations. Et on l'a connu comme ça, mais des années et des années. Et voilà, et on savait, voilà. Quand on avait un truc, on lui vendait. Quand on avait des cassettes un peu... on lui donnait, parce que c'était un homme qui était très porté sur, malgré son âge. Et voilà. Quand il nous voyait, il voulait dire « amène-moi une femme, amène-moi une femme ». Vous voyez, on le connaissait depuis des années, on savait comment il fonctionnait, ce petit vieux, on le connaissait. Alors le duo échafaude un plan qui a déjà fait ses preuves. Il débarque chez Brunet, Brice leur ouvre la porte, un verre, quelques cigarettes,
et une offre alléchante, une certaine Yasmina. Écoutez, j'ai une femme sur Toulouse, mais on n'a pas d'argent pour aller la chercher. Est-ce que vous pourriez m'avancer l'argent pour aller chercher cette femme et vous l'amener? L'autre soignant qui lui a dit, la métier lui a dit, écoutez, là je suis attendu pour les fêtes de Noël, on verra plus tard. Apparemment, cette fois, Brice ne tombe pas dans le panneau. Il raccompagne les deux hommes à la porte. Et comme ils n'avaient pas d'argent, ils lui ont sauté dessus. Et voilà, c'est arrivé ce qui est arrivé. Selon leur version, Alexandre, le plus âgé, conduit le septuagénaire de force dans la chambre. Pendant qu'il l'immobilise, Patrick, lui, fouille le salon. Mais dans la chambre, Brice se débat. Avec ses mains, Alexandre veut l'empêcher de crier. Mais après 5 ou 6 minutes, Brice Bourounet meurt, étouffé. Patrick, qui n'a rien trouvé dans le salon, entre dans la chambre. Il aperçoit Bourounet, inanimé, et panique. Une dernière fois, il fouille l'armoire, s'empare d'une valise contenant une vieille caméra et de 30 €. Comment ces deux hommes ont pu basculer? C'est peut-être dans leur univers familial que se cachent les premiers éléments de réponse. Carcassonne est sa cité médiévale, une ville magique. Mais à quelques pas des remparts, à 5 minutes de chez Brice Bourounet, se cache un quartier beaucoup moins touristique, la Comte. Un quartier populaire, plus connu pour son insécurité et ses HLM que pour ses belles pierres. C'est dans une de ces HLM que vit la famille d'Alexandre. C'est ici qu'il a grandi. La mère, Armande, s'occupe des enfants à la maison. Le père, Jean-Louis, 52 ans, dont 21 au total passés en prison, principalement pour des vols. Là, je suis en prison, dans la cellule, dans la maison d'arrêt de Carcassonne. Pour la banque, pour un cambriolage de banque. Le couple a 6 enfants. Le troisième de la famille, c'est lui, Alexandre. C'est mon préféré celui-là. Je sais pas, j'ai un faible pour lui. Tu étais le plus gentil, il était gentil. Ah ouais, il a bon cœur lui. Il n'est pas méchant du tout. Alexandre grandit sans son père, qui enchaîne les années de prison. Il vit avec une mère qui a du mal à s'imposer. Pas d'autorité, pas de règles. Alexandre pousse comme une herbe folle. J'ai essayé le mieux. Mais ça a été dur pour moi. Surtout pour Alexandre. Toutes les choses qu'il faisait, bon, je criais un peu, mais c'était pas grave pour lui. Même qu'on dise non, ils savent que, bon, c'est maman. Ils ont pas peur. S'ils veulent sortir, ils sortent, ils font des conneries, et ils arrivent, je gueule, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et s'il y a le père ici, c'est autre chose. Comme souvent dans les familles gitanes, la mère est à la dévotion des enfants. Ils ne connaissent pas la frustration. L'enfant roi, quand ils sont comme ça, vous voyez. Voilà. Et on les tue, là, à cet âge-là. Pas travailler, laisser dormir jusqu'à midi, se lever, le paquet de cigarettes, tuer le père de basket, voilà. Vous comprenez? 18, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le psychiatre Jean-Pierre Pécastin connaît la communauté gitane depuis longtemps. Ces jeunes ados sont livrés tels quels dans la société, et ça en fait des proies à la toxicomanie, à la délinquance, à toutes ces choses-là. Hein, voilà, parce qu'ils ne sont plus capables de se canaliser, de se maîtriser, de s'inscrire dans un continuum. Ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Hein. Livré à lui-même, Alexandre fait une scolarité éclair et tombe dans la drogue. À 12 ans, il sniffait de l'essence, puis de la colle, avant de toucher plus tard à la cocaïne, l'héroïne, le shit et les médicaments. Il devient père à 14 ans et aura 4 enfants. Paumé, accro à la drogue, Alexandre commence sa carrière de délinquant. À 34 ans, il affiche 10 condamnations au compteur. C'était pas une personne violente. C'est vrai qu'il a commis plusieurs actes délictueux, mais lorsqu'on voit un petit peu son parcours et les infractions qu'il avait commises avant ces faits-là, c'était essentiellement des vols ou des conduites sans permis ou des délits de fuite.
Donc les vols, bien évidemment, n'étaient pas accompagnés d'actes de violence vis-à-vis des personnes. C'était uniquement vis-à-vis des biens. Lui, voler dans les caves, prendre une voiture, la voler, ça oui, un poste, bon. Mais jamais de sa vie faire mal à quelqu'un. Surtout quelqu'un d'âgé. On a le respect pour les quelqu'un d'âgé. Ah oui. Alors pourquoi Alexandre a-t-il basculé ce soir de Noël? Comment a-t-il pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort du vieux Brice? La réponse ne serait-elle pas à chercher du côté du cousin? Car Patrick, lui, est bien plus violent. Maître Colombo est l'avocate du jeune Patrick. Malgré ses 19 ans, ce soir de Noël 2002, il n'en était pas à son premier coup. Il y avait 2 condamnations pour violence, vol avec violence. Donc c'est vrai que ça correspondait un peu au fait qu'il nous occupait. Il avait un casier bien rempli et il avait un casier qui a commencé très tôt parce qu'il avait été jugé par le juge des enfants déjà. Donc déjà en tant que mineur, il avait connu des déboires avec la justice. Donc ça jouait pas trop en sa faveur. Le drame de sa vie, c'est la mort de son père. Patrick n'a alors que 15 ans. Mon frère, quand il est décédé d'un accident de voiture, ça l'a perturbé complètement. C'était l'enfant à papa, il n'y avait que son papa, et quand c'est arrivé, il était en prison. C'est moi qui est allé le chercher, parce que le juge lui a fait quand même une permission pour l'enterrement. Il a été traumatisé, ce petit quand son père est mort. Il avait 37 ans, mon frère, bon. Et ça l'a... Il avait la haine, il est devenu méchant. C'est-à-dire, quand il y avait son père, il était moins méchant. Vous comprenez? Que quand son père a disparu. Quand son père a disparu, il est devenu méchant, il avait la haine. Jean-Pierre Pécastin a expertisé Patrick quelques jours après son arrestation. Ce qui m'a surtout frappé, c'est quand il a parlé du décès de son père et de cette espèce de vide terrible que le père, cette mort, a créé dans la famille. Il disait que à la maison, tout le monde pleurait, la mère passait son temps à pleurer, les frères et sœurs pleuraient, lui pleurait, enfin, voilà. Il décrit cette espèce de catastrophe qui est la mort d'un père, alors qu'il y avait peut-être une très forte personnalité, je ne sais pas du tout, hein, mais on a l'impression que tout s'écroule à partir de là. Il donne l'impression qu'il perd un étayage, qu'il perd une sorte de garde-fou, et que tout part à volo. Pour justifier son geste commis le soir de Noël 2002, Patrick donne une explication pour le moins surprenante. Il était prêt à... Pas à tout, puisqu'il ne voulait pas la fin tragique qui s'est passée, mais il était prêt à aller voler une personne âgée, seule chez elle, le 24 décembre. Parce qu'il voulait des cadeaux pour son enfant. De l'argent pour acheter des cadeaux. Il m'a toujours dit cette phrase, je ne me voyais pas arriver devant mon fils sans un cadeau. Et c'est ça. Je pense que ça a été au-dessus de tout après. Alors, n'est-ce pas le jeune Patrick qui aurait eu le rôle clé dans l'affaire Bourounet? À Carcassonne, on espère que le procès fera enfin toute la lumière. Affaire Bourounet. Les 2 accusés, Alexandre Baute et Patrick Baptiste, comparaissent aujourd'hui pour le meurtre du septuagénaire. 15 novembre 2006, après 2 ans et demi d'instruction, le procès s'ouvre enfin à la cour d'assises de Carcassonne. Côté plaignant, ils sont très peu à s'être déplacés. 2 des enfants de Brice Bourounet et quelques très rares amis. Ça m'a surpris, parce que justement, mon père était très connu. Ça aurait été un monsieur peu connu, qui vivait tranquille dans son coin. Non, c'était pas du tout mon père. Et puis, il a rendu beaucoup de services. Donc moi j'ai pas compris, quoi. En revanche, côté gitan, ils sont une 50aine à venir soutenir leur fils, leur neveu, leur cousin. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, ils étaient quand même unis. Ils sont quand même unis. Ce qu'on n'est pas nous. Il n'y a pas de solidarité entre nous. Même s'il connaissait plein de gens, mon père, il n'y a pas de cette solidarité qui existe. L'enjeu de ce procès, c'est de comprendre les rôles qu'ont joué chacun des accusés dans ce drame du réveillon de Noël. Qui a vraiment étouffé le septuagénaire? Le scénario donné par les 2 hommes ne colle pas. Certains détails intriguent. La cagoule, par exemple. On en retrouve une sous le corps de la victime. Elle porte l'ADN de Patrick. Comment peut-elle se retrouver sous le cadavre alors qu'il n'aurait fait que fouiller l'appartement?
Patrick Baptiste a une explication. Avant d'arriver chez Brice, il aurait accroché sa cagoule à la ceinture de son pantalon. La suite, c'est son avocate qui la raconte. Avant que M. Bourounet soit mis dans la chambre par son cousin, à sa demande, Baptiste est allé dans la chambre une première fois pour regarder sous le lit, en espérant qu'il y trouverait, bon, on sait que les personnes âgées cachent souvent de l'argent sous le matelas, donc il est allé fouiller le lit, le matelas, et donc il s'est penché, il avait la cagoule à sa ceinture, et la cagoule, quand il s'est penché, serait tombée sur le lit. Et donc après, du fait que son cousin le mette sur le lit, à M. Bourounet, la cagoule serait sous le cadavre. Et pourtant, les enquêteurs ont des doutes. Alexandre, lui, c'était... tout ce qu'il disait sur la fouille de l'appartement, c'était plausible. Par contre, tout ce qui avait trait au meurtre lui-même, il y avait des incohérences, quoi, si vous voulez. Et ensuite, dans la personnalité des uns et des autres, on se rendait bien compte qu'il y en avait un plus dominant que l'autre, quoi, si vous voulez. C'était plus Baptiste, qui avait l'air un peu plus éveillé, entre guillemets, que Botté. Donc on avait... on avait tout de suite subodoré le fait que c'était plutôt lui qui avait procédé qui avait étouffé M. Bourounet, et puis que pendant que Botté fouillait, quoi. Y aurait-il eu inversion des rôles? Le juge d'instruction veut y voir plus clair. Alors le quartier était bouclé sur toutes ses issues. Il va donc procéder à une reconstitution dans l'appartement de Brice Bourounet, en présence des deux accusés. C'est l'endroit où, avant qu'il y ait ce dérapage, tous les trois prenaient un café et avaient fumé une cigarette ensemble. Donc c'était une soirée qui commençait bien. Le juge veut savoir si Patrick Baptiste n'aurait pas participé au meurtre. On a demandé à M. Baptiste comment était le cadavre de M. Bourounet quand il est revenu, après avoir fouillé le salon, dans cette pièce, donc la chambre. Donc M. Baptiste a correctement placé le cadavre comme il l'était ce soir-là, à savoir la tête côté mur et les pieds côté fenêtre, dans la chambre. Alexandre Both, lui, est incapable de mettre le corps dans la position où il a été retrouvé par la propriétaire. M. Both va placer le cadavre de M. Bourounet tête côté de ce mur-là, avec les pieds côté porte, en 90 par rapport à ce qu'il était initialement. Malaise dans l'appartement. Pourquoi Alexandre Both se trompe-t-il de sens alors qu'il était censé être sur le corps? Le juge d'instruction, quand il voit M. Both placer le corps dans le mauvais sens, à 90 degrés, il va commencer à lui dire « Monsieur Both, vous vous moquez de moi ». Il va y aller et Monsieur Both, complètement hébété, il ne comprend pas ce qu'il y arrive. Et non, c'est comme ça qu'il était. Il persiste dans sa version en plus. Et c'est là que le juge va lui dire « Mais attendez, Monsieur Both, regardez les photos, il était dans l'autre sens ». À ce moment-là, l'étrange réaction d'Alexandre Both achève d'emporter la conviction du juge d'instruction. Il va avoir le visage tuméfié de M. Bourounet et là il va avoir un choc parce qu'il ne pensait pas qu'il était dans cet état-là au niveau visage. Il est très choqué. C'est-à-dire qu'il a un visage... Il a un visage tuméfié avec beaucoup d'hématomes et qui laisse penser à des violences alors qu'ils n'ont jamais dit qu'il avait violenté. M. Both dira toujours qu'il lui a plaqué la main pour le faire taire sur la bouche et sur le nez, ce qui va entraîner la suffocation. Donc il donne des explications au coup? Non. Okay. Non, aucune. L'inversion des rôles sera au cœur du procès. Le président de la cour d'assises, lui aussi, va interpeller les accusés. Le président lui tend une perche et lui dit « Voilà, monsieur Both, la complicité ne vaut que 7 ans. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire. » Non, c'est bien moi qui ai tué Bourounet, c'est moi qui le tenais. Je vous répète, ça ne vaut que 7 ans la complicité. Et lui répète toujours pareil, mon fils, dans ce mois. Bon, mais voilà. Il attendait que son cousin se lève, quand il lui tend la perche. C'est là que mon neveu, il fallait qu'il se lève, il dise « Stop, on arrête tout. Si mon cousin doit prendre que 7 ans pour la complicité, alors je vais dire la vérité, c'est moi. » Et c'était clair. Le président, il attendait que ça. Le procureur, il attendait que ça. En cour d'assises, tu te rappelles, ils en avaient qu'après Baptiste. Donc lui, je le sais tranquille. Parce qu'il savait
ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Patrick ne dira rien. Il refuse de porter le chapeau. Mais pourquoi Alexandre se serait-il accusé de ce crime s'il n'en est pas l'auteur? C'est-à-dire, lui, il va se reconstituer prisonnier. Bon. Lui, dans sa tête, c'est en se reconstituant prisonnier qu'il retrouve son cousin. S'il ne va pas au flic, peut-être qu'il ne retrouve plus Patrick. Donc, dans sa tête, c'est ma faute, en allant me reconstituer prisonnier, qu'ils arrêtent mon cousin. Donc, c'est pas possible que je dise que c'est lui. J'ai dit que c'était moi, ça va aller jusqu'au bout, comme ça. Je pense qu'il avait envie aussi de protéger son cousin, Patrick Baptiste. Il estimait qu'il était encore très jeune, c'était le cas, 20 ans, qu'il avait toute la vie devant lui, alors que de son côté, 30 ans, c'est encore très jeune, comme je l'ai expliqué, il avait tout vécu. Pour la famille Bourounet, peu importe leur rôle respectif, ils sont tous les deux responsables de la mort de Brice. Ils sont liés les deux. Les deux sont liés quelque part. Même si, bon, l'un a fait l'acte, ils n'étaient pas tous les deux dessus, mais les deux sont complices pareils, quelque part. Il n'y a pas d'un qui est plus l'autre. C'est même plus mauvais celui qui a regardé, en fait, que quelque part, celui qui a, à la limite, que celui qui l'a fait, parce qu'il était spectateur, quelque part. C'est pire, quoi. Malgré de lourdes présomptions, aucun des deux accusés ne reviendra sur sa déclaration. Ils sont donc tous les deux, sans distinction, jugés pour vol avec violence ayant entraîné la mort. C'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc il ne faut pas oublier cet enjeu-là. Dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction et l'ordonnance de renvoi n'ont pas distingué s'il y avait un qui avait exercé en qualité de complice ou pas. Ils ont tous les deux été renvoyés en qualité de co-auteurs. C'est-à-dire que tous les deux avaient censé avoir commis exactement les mêmes faits. Un crime atroce commis à 4 mains pour la justice. Pour comprendre le passage à l'acte, peut-on parler d'émulation? Le fait d'être à deux a peut-être pu jouer dans, je dis peut-être, a peut-être pu jouer dans la persévération de l'acte. Le vieux monsieur se défendant, un seul, il y avait plus de chances de partir. Mais à deux, on se sent plus fort, on sent qu'on a l'impression qu'on va pouvoir maîtriser les choses, cet homme, donc on n'est pas venu pour rien. C'est peut-être là que ça a joué. Ça a pu peut-être les rassurer dans la démarche. On le fait à deux, c'est plus facile de le faire que tout seul. Un pourra le maîtriser, l'autre tu verras, ça sera mieux. Mais quel est l'élément déclencheur qui a poussé ces deux hommes à tuer le septuagénaire? Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés avant? Le problème, c'est que ces deux jeunes, qui sont impulsifs, dont on voit pour Baptiste quand même, c'est pas son premier coup, il y a déjà eu des vols avec violence. Donc ce sont des gens qui maîtrisent mal les choses. Donc à un moment donné, les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, elles leur échappent et à ce moment-là, ils n'ont pas la sagesse ou le cran ou le raisonnement ou la placidité de faire marche arrière. Ce ne serait donc qu'un vol qui aurait mal tourné. Pourtant, la fille de Brice refuse d'y croire. Et elle est bien décidée à comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir de Noël chez son père. Pourquoi ils sont venus? La presse a fait, elle a fait les gros titres sur M. Bourounet a été tué pour 30 €. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. On tue pas quelqu'un pour 30 €, c'est pas vrai. Donc pour moi, il y avait autre chose. De fait, au milieu du procès, un enquêteur jette le trouble. Curieusement, les deux comparses auraient bâclé la fouille de l'appartement. Ils laissent la carte bleue de M. Bourounet, ils font pas de fouille réelle. Il y a quelques éléments qui avaient au moins autant de valeur que la caméra qu'ils ont prise. Donc effectivement, est-ce que la fouille n'a pas été faite pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, dans un premier temps dans leur esprit? Les deux cousins auraient-ils maquillé la scène du crime? Aurait-il en réalité assassiné le vieux Brice Bourounet? Mais pourquoi? Pierrette garde en mémoire le procès de son père contre ces femmes qu'il avait escroquées de 7 000 € et qui lui devaient encore de l'argent. Je pense que c'était pour éliminer mon père et en même temps, la dette était payée, quoi, puis remboursée, puis c'est tout. Parce qu'il devait quand même une somme d'argent. Donc, et que mon père était allé les trouver et qu'il n'était pas du tout prêt à lâcher morceau.
Et que là, les gitans, ils ont bien vu qu'il n'était pas prêt à acheter le morceau, à laisser tomber. Mais qui aurait commandité un tel meurtre? D'après la police, il y aurait un lien entre cette escroquerie et la mort de Brice. Un certain Jean-Louis Baptiste. Une des hypothèses de travail, c'était que Jean-Louis Baptiste était le commanditaire d'un meurtre, quoi, d'un assassinat. Dans quel but? Dans un but pour faire taire M. Bournette, pour qu'il arrête de les harceler, pour qu'il arrête de payer tous les mois. Ceci dit, vu la petitesse des sommes remboursées, c'était 20 € de mémoire, hein, c'était 20 € par mois que les parties civiles, les deux, devaient rembourser. Donc, si vous voulez, c'est une hypothèse, un meurtre pour 20 € par mois, on n'a pas... Bon, de toute façon, les éléments matériels ne nous permettaient pas de le dire. Hein. Un mobile bien mince et pas de preuves. Pourtant, la police continue de soupçonner Jean-Louis Baptiste. Jean-Louis Baptiste, au départ, on pense que c'est lui l'instigateur des escroqueries. C'est lui qui a choisi, qui a envoyé sa femme, dans un premier temps, puis sa belle-fille, entre guillemets, chez M. Bournette. Donc c'est lui qui a identifié Bournette comme une cible potentielle, possédant de l'argent. C'est lui d'ailleurs qui, à l'occasion d'auditions qu'on a pu faire de ses proches, c'est lui qui dit à ses proches que cette personne a un coffre chez lui. Alors il n'en sait rien, il ne sait même pas s'il y a de l'argent dans le coffre, mais bon, pour lui, M. Bournette est quelqu'un qui a de l'argent et qui mérite d'être un escroqué, qui mérite d'être une cible pour sa petite association d'escrocs et de malfaiteurs. Et donc c'est lui qui vraisemblablement a au moins volontairement donné l'idée à Alexandre Beaune d'aller chez M. Bournette, parce que sinon Alexandre il ne connaissait pas M. Bournette, il n'avait aucune raison de le connaître. Jean-Louis Baptiste est donc mis en examen pour complicité dans le meurtre de Brice Bourrounet. J'ai pris peur, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, je vais tomber pour ça. Et croyez-moi, j'étais assez malheureux que mon fils ait fait ça. J'allais pas envoyer mon neveu et mon fils chez ce petit vieux pour lui faire du mal. Jamais de la vie. Je suis resté capable, moi, à l'époque, hein, d'aller ouvrir une porte ou faire quelque chose pour prendre des sous, pas envoyer mes enfants là-bas. Faute de preuves, Jean-Louis Baptiste sera blanchi de toute implication quelques semaines plus tard. Les zones d'ombre de cette affaire ne seront jamais éclaircies. Mais après 3 jours de débat, les jurés ont dû trancher. Le verdict tombe. 20 ans de réclusion pour Alexandre, 20 ans également pour Patrick. Un verdict qui s'explique par la popularité de la victime, par l'appartenance des accusés à la communauté gitane et par la date du crime. Sur l'aspect psychologique et émotionnel, notamment des jurés et peut-être de la salle, je pense que ça peut y avoir effectivement un certain retentissement, puisqu'on est dans une période effectivement où généralement toutes les familles se rejoignent. On participe effectivement, on partage des moments de convivialité, de proximité. Donc 24-25 décembre, la mort d'une personne, certes une mort c'est toujours effectivement une situation tragique, mais a fortiori lorsque ça se déroule dans ce contexte où généralement on s'attend plutôt à des moments sympathiques et de bonheur plutôt qu'à ces événements-là. Alors le fait que ça se soit passé le 24 décembre, ça les a influencés par rapport peut-être au fait que cette personne elle était toute seule ce soir-là et qu'ils ont profité que cette personne soit seule un 24 décembre, la veille de Noël, alors que c'est une période de fête, qu'on doit tous s'aimer, se pardonner. Ces personnes-là ont tué M. Bourrounet. Les accusés écopent exactement de la même peine. Alexandre n'a pas réussi à protéger son petit cousin. Il a été surpris que la peine a été exactement la même, tant pour son cousin que pour lui. Son interrogation, c'est pourquoi on a pris la même chose alors que j'ai déclaré que c'était moi qui avais commis l'acte fatal vis-à-vis de Brice Bourrounet. Le procès a été dirigé comme le fait que c'était pas cette version qui était la bonne et ça n'était une autre. Donc ils n'ont pas voulu distinguer, en ayant peur de faire une erreur peut-être, en distinguant. Fin du procès. Les accusés demandent pardon à la famille de Brice. Ça n'a rien excusé, ça n'a rien. Mais bon, je me suis dit, bon, il y a un petit peu d'humanité, parce que quand même je les voyais comme des êtres, je les vois toujours comme des gens pas normaux, quoi. C'est pas, des hommes pas normaux. Donc là, je me suis dit, quand même, il y a un petit peu de regard vers nous, d'attention vers nous. Il a un petit peu compris qu'il avait fait du mal à des gens aussi. Bon, son acte
en lui-même, mais aussi à ses enfants. Et il a compris qu'il avait tué notre père, quoi, qu'il nous avait enlevé une personne qui nous était chère. La culpabilité, il l'avait d'avoir tué quelqu'un. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu une culpabilité qui l'aurait empêché de dormir si vous avez pu piquer l'argent et que le monsieur, il était vivant. Hein. Et d'ailleurs, il a eu une phrase qui, je pense, témoigne de sa sincérité, parce que c'est trop élaboré pour que ce soit quelque chose de mise en scène ou de quelque chose qui soit programmé. Hein. Il évoquait la peine qu'il avait d'avoir tué cet homme en se disant « mais moi je me mets à la place des enfants ou de la famille de ce monsieur qui doit beaucoup souffrir, comme moi j'ai dû souffrir quand j'avais perdu mon père. Donc je peux les comprendre. » Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut paraître authentique. Hein. Brice Bourounet est mort un 24 décembre. Pour ses proches, les lumières de Noël se sont éteintes à jamais. C'est une date où on se retrouve en famille, où on repense les uns aux autres, même si pendant l'année on n'est pas toujours chacun on est pris par nous. Mais il y a des dates clés à laquelle on se rencontre, on se retrouve, on refait un petit peu les liens qui se sont un peu distendus, etc. Et lui, il est parti, quoi. Voilà. C'est des faits complètement...